Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 18 février 2025. Nous nous enfonçons dans ce mois de février et Bitcoin évolue toujours en trading range, ce range qui commence à user les plus impatients, à user ce que dans le jargon boursier on appelle, mais c'est péjoratif, j'aime pas cette expression, les mains faibles, en tout cas ceux qui quittent le navire parce que le temps joue sur leur morale et forcément, ayant parfois en tête le cycle précédent, qui était très différent, par contre, nous sommes toujours en accord avec le cycle de 2012 ou 2016, par exemple, eh bien, n'y crois plus. Vous savez, chers amis, le cycle Bitcoin, le top de marché. Alors, je ne vais pas refaire les vidéos des 3 dernières semaines en expliquant qu'aucun indicateur qui cherche à jauger le haut de cycle n'a donné un signal de haut de cycle, mais je vous confirme que c'est toujours le cas. Donc que ce soit en termes de temps ou de prix, il est extrêmement peu probable. Vous voyez, je mets un peu d'eau dans mon vin. Bon, parce qu'à l'époque, j'aurais dit improbable. Il est extrêmement peu probable que le haut de cycle ait été fait à 109 000 $ le 20 janvier. Et quand bien même ce range s'éterniserait, quand bien même on irait chasser un peu au sud, nous avons le temps. Le cycle se termine en fin d'année, août à octobre-novembre. Donc d'ici là, le rythme de marché peut prendre plusieurs formes. Mais effectivement, un trading range qui s'éternise et, vous savez, le point commun des cycles précédents Bitcoin, et même d'ailleurs, c'est souvent le cas, quelle que soit la classe d'actifs, les tops de marché se font toujours dans l'euphorie. Les tops de marché se font toujours dans le consensus optimiste. Vous entendez parler de l'actif pour la première fois au journal télévisé, incroyable, tel actif X arrive tout en haut, hausse de 500%, tout le monde en veut. C'est souvent le point haut. Nous n'avons pas atteint ce stade sur le cours du Bitcoin, sur ce cycle actuel. Mais tous les cycles précédents Bitcoin ont eu exactement ce type de comportement. Il y a eu, que ce soit le cycle de 2012, de 2016 ou de 2020, une phase d'euphorie. Et d'ailleurs, si vous prenez les cycles de 2012 ou de 2016, ça s'est fait dans les 2-3 derniers mois. Donc si par exemple on devait répéter le schéma des cycles de 2012 et 2016, quand je dis 2012-2016, je note la date du halving, puisque chaque cycle est structuré autour du halving. Eh bien, ces deux premiers cycles, eux, ils ont eu le méga pump à la fin. Non mais ils ont fait quasiment l'essentiel à la fin. Donc si moi je traduis là en calendaire sur notre cycle actuel, et si on reproduisait leur schéma à eux, c'est-à-dire que nous, on ferait notre méga pump là sur mai, juin, juillet, et même pourquoi pas sur juillet, août, septembre, ça reste dans l'ordre du possible. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'il y a le temps. Il y a le temps. Donc avec Bitcoin, de toute façon, il faut être patient. Voilà. Donc, et donc oui, un range qui s'éternise, et donc effectivement là nous sommes là dans une phase alors de range latéral, mais il y a eu clairement de la peur sur les alts, beaucoup sont venus sous leur point de départ de la hausse du 6 novembre, même certains sous le flash crash du 8, certaines sont même encore en bear market. Bon, mais globalement, il n'y a aucun signe. Nous avons, en fait, actuellement, c'est tout sauf l'euphorie. C'est le doute, l'incertitude, les positions short qui gagnent en force, les indicateurs de sentiment qui virent dans le pessimisme. Bon. Ça, ce ne sont jamais les caractéristiques d'un haut cycle. Jamais les caractéristiques d'un haut cycle. Alors, oui, donc au passage, j'espère que ça vous plaît dans la deuxième partie de la vidéo, lorsque désormais vous voyez mon gros crâne. Solide comme un roc d'ailleurs, mon gros crâne. En haut à droite ou en bas à droite, ça dépend, je vais bouger pour que quand même la visibilité des graphiques soit bonne. Et voilà, j'espère que ça ajoute un peu d'interactivité. Pas si le terme est bon, en tout cas un peu plus de fun, voilà, ce sera mieux. Lorsque je parle soit d'un graphique fondamental ou d'un graphique technique. Et justement, les fondamentaux, le plan de cette vidéo, quel est ce plan? Eh oui, je vieillis les amis, hein, 42 ans, je suis obligé de prendre des notes maintenant, sinon ma mémoire flanche. Alors, oui, donc, alors tout d'abord, effectivement, on fera le tour d'horizon de certains indicateurs de sentiments, pour vous montrer que le pessimisme gagne du terrain. Et j'en ai une interprétation contrarienne. Et c'est comme cela qu'on interprète les indicateurs de sentiment en bourse.
Ensuite, très brièvement, les fondamentaux de la semaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire toute la diatribe sur la guerre commerciale, l'inflation, l'emploi, la géopolitique, tout le monde s'informe. Mais nous, ça nous concerne parce que cela a un impact sur des actifs qui sont soit inversement ou positivement corrélés avec Bitcoin. Et d'ailleurs, je ferai un focus sur le dollar US. Potentiellement, nous pourrions avoir l'amorce, les prémices, le début de peut-être, potentiellement, bon je cherche, voilà, je me couvre un peu, hein, c'est un peu tôt quand même, d'un top de marché du dollar US. Top annuel. Sommes-nous en train de répéter le schéma dollar qui avait pris la direction du Sud les premiers mois du premier mandat de Donald Trump, donc c'était au premier semestre 2017, à voir. Est-ce que c'est crédible sur le plan fondamental? Ça, c'est un gros débat, on ne va pas y passer 30 ans. Sur le plan technique, il y a un début de quelque chose, mais bien sûr qu'il manque des confirmations, mais il faut traiter le sujet du dollar. Ensuite, Bitcoin a un tour d'horizon multi-time frame avec toutes mes approches fractales, techniques, saisonnières, répétition de cycle. Je sais que vous aimez ça, la répétition de cycle. Je l'aime aussi, et nous ne sommes pas encore en décrochage. Ensuite, pour la saison des alts. Ah, la fameuse saison des alts. Elle aura lieu, hein. Elle aura lieu. Et elle aura lieu d'autant plus que plus personne n'y croit. Mais elle peut avoir lieu en bout du bout. J'ai deux graphiques. Il y a deux graphiques, en fait, qui sont, je pense, d'excellents baromètres. Et donc, je vais vous les présenter ou représenter, je pense, pour la plupart d'entre vous. Et ensuite, on se fera un point technique sur ETH, BNB, Sol et le jeton FET. C'est parti. Allez, c'est parti les amis, on attaque le Cryptos Technical Briefing. J'ai envie de partir en vacances au soleil, moi, tant que ce foutu cycle ne redémarre pas. Bon, c'est parti mon kiki. Alors, oui. Donc les tops de marché se construisent dans l'euphorie, mais surtout les bottoms se construisent dans la peur. Alors, petit tour d'horizon rapidos de quelques indicateurs de sentiment pour montrer que le niveau de découragement augmente, le niveau de peur. Alors peur, personnellement je ne me réveille jamais avec les chocottes, quel que soit ce que fasse Bitcoin. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, l'augmentation du sentiment que le cycle serait fini, que les 100K vont bloquer le cycle, et qu'il va falloir attendre le prochain pour passer, etc., etc., alors que le cycle est encore long, je vais vous montrer quelques charts, mais effectivement, vous avez ici un graphique, donc tout le monde connaît le Crypto Fear and Greed Index. Effectivement, les creux majeurs se font dans la peur. Alors là, vous avez notre cycle actuel, et c'est vrai que la particularité de notre cycle actuel, c'est qu'il est, donc là, le Crypto Fear and Greed Index est à 47, donc on est en neutralité. Alors, la peur, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein, puisque ici vous avez sur CoinGlass davantage de métriques. Et effectivement, sur un mois, il y a 13 jours en greed et 16 jours neutres. Alors que bon, depuis la victoire de Trump, c'était du greed ou de l'extrême greed tous les jours. Donc, c'est intéressant de voir que ça commence à basculer du côté obscur. Nous avons besoin de ça pour redémarrer. Simplement, prenez le cycle ici que nous vivons depuis donc fin 2022, et qui va durer jusqu'à fin 2025, oui les amis, eh bien, une alternance d'impulsion, de range, d'impulsion, de range. Et regardez à chaque fois la fin du range. Systématiquement, ça se fonçait. Donc lorsqu'on fonce, le score du Crypto Fear and Greed Index tend vers 0. Et donc la peur augmente. Chaque fin de range, voyez un dernier bottom dans la peur. La peur, là, ça se fonçait un peu. Là, c'était surtout la fin de notre range en août-septembre dernier. Et là, donc, dans notre petit range actuel, ça commence à foncer. Ça commence à foncer. D'ailleurs, le range, on le voit ici, puisque vous avez les cours de clôture. Et finalement, ne manquerait-il pas des cours de clôture par ici, peut-être légèrement en dessous, avec de la peur pour enfin faire le bottom. Bon, en tout cas, c'est une bonne chose de voir que nous ne sommes pas dans l'extrême grid. Parce que si c'était consensuel, si tout le monde était optimiste en mode le bas du range, eh bien, clairement, on allait dropper fort. Alors, peut-être qu'il manque une chasse à la liquidité sous le range. Je vais y venir sur le point technique. Mais là, j'observe donc quelques éléments sur ce sujet-là. Donc, effectivement, le découragement augmente. Voilà, je vous dis les choses factuellement. Hein. Ne surinterprétez pas. Et nous atteignons, alors je vais vous remontrer le stock to flow model, le fameux stock to flow model de plan B, alors qui fait débat, mais peu importe, on ne va pas débattre du stock to flow model, mais ici il y a plusieurs informations. Vous avez déjà le code couleur qui nous rappelle le nombre de jours qui nous séparent du prochain
halving. Et bon, on constate que, bête et méchant, hein, tous les hauts de cycle se sont faits dans la couleur verte, donc c'est lorsque nous sommes à un certain nombre de jours du prochain halving. Bon, là vous voyez où on en est en termes de code couleur, qui est en fait un code couleur temporel. Ça vous montre quand même que le cycle est loin d'être terminé. Donc voilà, on commence quand même par des choses un peu rassurantes. Alors, par contre, effectivement, ici, vous avez la variance du stock to flow, qui est donc l'écart entre le prix et la ligne du stock to flow. Et effectivement, là, on arrive à une variance de moins 0,94. Si on va chercher le point bas du précédent bear market, ça fait du moins 1,08. Alors, sachant que la ligne du stock to flow monte et lui, notre prix fait rien ou baisse. Donc, il ne s'agit pas de perdre encore 15%. Mais mis l'un dans l'autre, ça peut faire encore 5-6% de baisse. Et pour revenir chercher ce méga support. C'est vrai qu'en termes de modèle variance sur le cycle de 2016, on n'était pas sorti sous 0,71. Donc là, on est vraiment, on atteint quand même, plus le temps passe là, plus on commence à atteindre un niveau de vente, entre guillemets, enfin vous comprenez ce que je veux dire, d'excès baissier. Alors, une autre ligne intéressante en analyse on-chain, c'est le prix réalisé à court terme, le prix moyen des investisseurs court terme. Et en général, vraiment la peur augmente significativement lorsque le prix du marché bascule sous la moyenne d'achat des investisseurs court terme. Donc c'est la ligne orange ici sur ce chart. Donc vous constatez que dans les cycles, elle sert de support jusqu'en haut de cycle. Parfois on la casse un peu, mais on la reprend. Le cycle de 2016, elle servait de support. Parfois on passait un peu en dessous, mais on la reprenait. Le cycle précédent, elle a servi une correction, elle a resservi. Et là, nous, depuis le début de notre cycle, globalement, elle sert de support. Parfois, on passe un peu en dessous et ça repart. Et là, on arrive dessus. Donc, en fait, c'est le bas du range. Alors, c'est 92. Le bas du range, c'est 90. Là, 92. Donc, est-ce qu'il ne manquerait pas ça? Vous voyez, c'est cette ultime chasse. Bon, vous voyez, bon. Voilà. En tout cas, si le prix devait basculer là-dessous, vraiment, le niveau de peur va augmenter. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin que le pessimisme devienne consensuel pour redémarrer. Ce pessimisme consensuel, on le voit aussi sur le marché action, alors que le S&P 500 proche de faire un nouveau record historique, les investisseurs, en particulier américains, eux, passent de plus en plus short. Donc ça, c'est aussi l'approche contrarienne des marchés financiers. En général, eux, ils sont à l'envers et les mains fortes sont à l'endroit. Donc, je parle vis-à-vis de la tendance. Donc ça, voilà, ce sont des choses, finalement, dont on a peut-être besoin pour finir par redémarrer. Dans les indicateurs de peur, entre guillemets, d'exposition, bien sûr, vous pouvez aussi regarder le funding. Le funding qui est globalement short depuis quelques séances, et lorsqu'on en fait le stock, eh bien, d'ailleurs, regardez ce que fut, par exemple, le Bitcoin est en noir. Et là, vous avez le funding en histogramme. La fin du range précédent, alors, lorsque je dis la fin du range précédent, c'est ce range-là, ce gros range de 8 mois qu'on s'est tapé là. La fin de ce range, ici c'était la fin du range. Eh bien, le funding passait majoritairement short. Et là, nous, on commence, il n'est pas majoritairement short, alors clairement, on n'est plus sur les niveaux d'achat de Trump, mais on commence à avoir des périodes où il est majoritairement short. Donc, vous voyez, ça se met en place, mais le niveau de peur n'est pas encore incroyable. Donc, voilà, alors les bottoms se construisent dans la peur. Donc, et là, on est en train de petit à petit passer du côté de l'épuisement mental, et j'en y crois plus, ça prend trop de temps. C'est l'épuisement par le temps, comme dit un de mes collègues. Alors, les fondamentaux de la semaine, en bref, très bref. Alors, les fondamentaux. Bon, les fondamentaux, tout le monde les connaît, la géopolitique, la macro-américaine, l'inflation, l'emploi. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié, oui, la géopolitique, l'inflation, l'emploi. Et la Fed. Comment j'ai pu oublier la Fed? Et moi aussi, je fatigue. Elle est marre de voir ce Bitcoin dans son range. Elle est marre. Mais qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Qu'il aille chasser au sud. Qu'il décourage tout le monde. Qu'on puisse repartir de manière saine. Là, parce que j'en profite pour vous confirmer que je maintiens mon objectif à 200 000 $ en fin de cycle. Août, novembre 2025. Mais quand même, bon, les fondamentaux, donc vous avez cette semaine de la macro américaine dans tous les sens, ça impacte le dollar, je vais parler dans un instant, et les taux d'intérêt. Au stade actuel, les fondamentaux présents, c'est pas tip top pour les cryptos dans le sens où le marché n'envisage pas de baisse de taux de la Fed avant le 30 juillet. Alors, c'était septembre la semaine dernière, mais il y a eu une statistique des ventes au détail pas géniale. Alors,
Est-ce qu'on peut garder, est-ce qu'on peut rester optimiste en termes d'inflation? Je ne refais pas tout le laïus explicatif, moi je pense que oui, et je pense que les chiffres de février, donc qui sont publiés en mars, vont revoir l'inflation partir au sud. Je vous remontre pas tout. La prochaine mise à jour de l'inflation, c'est le PCE fin février, mais c'est sur janvier. Donc il sera pas dégueu, mais pas ouf. Celui du mois de mars, j'y crois plus. Simplement, je vous montre la toute nouvelle version de Trueflation, c'est génial. Ils viennent de le mettre à jour. Avant Trueflation, vous aviez que, donc la vraie inflation américaine, vous aviez que la ligne bleue qui était l'inflation globale. Ils ont rajouté tous les détails, notamment l'inflation des services, l'inflation corps, etc. Et donc ce qu'on observe vraiment, c'est qu'en février, toutes les mesures, notamment l'inflation corps, repartent au sud, et que l'inflation corps est à 2,5. 2,5, c'est le seuil de la Fed. Sous 2,5, elle reprend la baisse des taux. Alors ça, ces métriques-là, de février, vous les verrez dans l'inflation officielle de mars. Donc ça, c'est important. Le dollar US a-t-il fait un top de marché majeur? Ah, il ne faut pas s'enflammer. C'est important cette question du dollar américain parce que tout le monde sait qu'il y a globalement, c'est pas si simple que ça, mais un dollar américain, comment expliquer que depuis la victoire de Trump, Bitcoin a fait quelque chose et que les altcoins sont en souffrance? Vous avez ici un des coupables, l'envolée du dollar US. La haute finance américaine à la main et vis-à-vis des investisseurs américains, dépréciation du dollar amène les capitaux à chercher à des stratégies de couverture, et Bitcoin en faisait partie. Et effectivement, sans baisse importante du dollar, un dollar qui va ici, ça va être compliqué pour reprendre le cycle à court terme. On a besoin d'une baisse du dollar. Alors, ce qui se passe en fait depuis quelques semaines, c'est que le dollar repart au sud. Vous avez les bougies japonaises hebdo. Et ça rappelle le début du premier mandat de Trump, ici, début 2017. Maintenant, on a quelque chose, on a des éléments. Est-ce que pour autant le dollar US a cassé un support à court terme? Alors déjà, sur le plan technique, il faut regarder le dollar US, l'analyse technique du DXY. Alors, le marché aurait réintégré ce range, mais en fait c'est en mèche haute, par contre en cours de clôture, avec le cours de clôture est ici. Hein. Donc, je prends le cours de clôture de la bougie, donc non. C'est vrai qu'en Ishimoku, on a cassé la Tenkan, la Kijun est ici. Bon, au final, on a le début de quelque chose, le début d'un renversement. On a réintégré ce niveau daily. Mais en fait, ici, c'est une grosse zone de neutralité. Tout cet intervalle-là. Pour vraiment repasser bearish dollar, c'est ça qu'il faut casser. Il faut casser ça. Cet énorme seuil. Casser ça, c'est réintégrer cette pattern, en fait, qui était ici une structure en triangle. Casser cette zone-là, là. Casser cette zone-là, c'est casser plein de supports du système Ishimoku, c'est casser des grosses moyennes mobiles long terme, c'est valider une structure en ce que vous voulez, rounding top, épaule tête épaule, ce que vous voulez. C'est casser beaucoup de choses. Donc là, il y a eu des cassures de support court terme du dollar, mais pas de quoi dire que le dollar est reparti au sud. Le dollar US, c'est d'abord la valeur du dollar face au pair majeur du Forex. Alors, pour envisager que le dollar vraiment valide un renversement, il faut que l'euro-dollar valide un renversement haussier, il faut que le dollar face au yuan renminbi parte au sud, et il faut que l'USD yen aussi échoue définitivement sous cette résistance. C'est une grosse zone de résistance que défend la Banque centrale du Japon. D'ailleurs, la Banque centrale de Chine défend aussi cette zone. Donc nous sommes sur des zones où les banques centrales étrangères ne tolèrent pas davantage de hausse du dollar. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, on a besoin d'une vraie poussée de l'euro-dollar. On a vraiment besoin d'ailleurs, regardez, la fin du bear market. Notre bear market, le précédent bear market, il s'est terminé en novembre 2022. Vous voyez bien? Ici, en novembre 2022, il s'est terminé. Eh bien, c'était, à peu de choses près, le point bas de l'euro-dollar. Donc, c'est très important. Pour relancer le cycle, il faut une avancée de l'euro-dollar. Une avancée de l'euro-dollar, ça fait baisser le dollar US face à un panier de devises. Et donc, pour ça, il faudrait redépasser ce gros seuil-là, les 1,05, 1,06. Et pour ça, il faut du fondamental. Alors, ça peut être effectivement une paix en Ukraine. Mais quel type de paix, etc., etc. C'est en discussion, c'est sûr. C'est en ce moment que ça se joue. Et pour l'instant, c'est une stabilisation. Je reviens sur le dollar parce qu'on ne va pas y passer 30 ans. Mais je vous montre par exemple en journalier système Ishimoku. Vous voyez, il ne faut pas se précipiter parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui pensent que ça y est, on a fait le top. Bon, il y a le début de quelque chose. Vous voyez qu'on tient encore. Alors effectivement, si on cassait ce niveau en daily, ce serait intéressant. C'est qu'on viendrait chercher le pivot moyen terme. Mais voilà. Donc, on va voir cette semaine en fonction de la macro américaine. Un peu comment ça se passe sur le dollar. Du côté du positionnement institutionnel, RAS sur les asset managers, il n'y a pas de renversement de la position nette. Par contre, chez les hedge funds, oui je sais, je pars dans tous les sens, je montre plein de trucs, mais chez les hedge funds, je note un truc, il y a un rebond assez important chez les traders de hedge funds de la position nette sur les contrats futurs euro-dollar. Les hedge funds sont en train progressivement de repasser à l'achat sur l'euro-dollar.
Alors, ce sont les mains fortes les plus spéculatives. Donc je suis ça de près. Par contre, il n'y a pas encore d'alignement des asset managers. Donc un peu trop tôt pour s'emballer, mais à suivre. Pour Bitcoin, analyse technique multi-horizon de temps. Alors, bon, alors on commence par la base de la base, c'est un range. Oh, surprise, surprise, c'est un trading range. Et donc, alors, si on prend juste, finalement, ce cycle-là, c'est le cycle le moins volatile pour Bitcoin. Vous prenez les cycles précédents, j'ai eu l'occasion de vous les montrer à plusieurs reprises, et puis, bah tiens, on va le faire, parce qu'on n'est pas si pressé que ça. Je vous remontre. Finalement, si vous deviez faire un choix, regardez, ça c'est le cycle de 2016. Donc là, c'est le cycle de 2016, donc il est très long, il commence là. Donc d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui 304 jours après le halving. Donc vous voyez, le cycle de 2016 était ici. C'est ce qui me fait là. Donc le cycle de 2016, c'était quand même les roller coaster, comme on dit. Comme ils disent, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc effectivement, grosse poussée, moins 40, grosse poussée, moins 40, grosse poussée, moins 30. Alors la question de savoir, est-ce que vous préférez un cycle comme ça? Alors effectivement, il y a des phases de poussée qui sont plus excitantes. Ou est-ce que vous préférez ça? Ah, c'est chiant, on fait des petites impulsions, des longs ranges, 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 mais on ne fait pas des moins 40. On fait des moins 20. Donc c'est ça. Donc notre cycle a cette caractéristique. Et dans ces caractéristiques, on voit que parfois, on chasse au sud, on chasse la liquidité sous le range. C'est, pour moi, worst case scénario, en fait, ce serait d'aller faire ça, d'aller chasser dans cet intervalle, d'atteindre un niveau de peur. Alors, je vous ai montré en début de vidéo que les indicateurs de sentiment passaient doucement du côté obscur, mais restaient en fait globalement à la neutralité. Mais si on chassait au sud, ici, là, vous auriez la peur. Et je pense que nous aurions un scénario de ce type-là. Ou encore ici de ce type-là. Chasser en dessous et derrière reprendre. Je parcours un peu les avis des uns et des autres. Tout le monde sait que voilà, l'ancien record historique est ici. C'est cette zone. Tout le monde a compris que le pire des scénarios, c'est quoi? C'est ça et ça. Revenir tester la cassure de Donald Trump. Ça, c'était la cassure haussière de Donald Trump. Ça ferait chier tout le monde. Imaginez ça. Bitcoin revient retester ça. Et le pire c'est qu'il a le temps. Parce que le cycle n'est pas terminé. Je vous montre plusieurs façons. Là, je compare les cycles en tenant compte du nombre de jours depuis le halving. Donc vous savez que moi je fais le décompte sur mon propre graphique. Nous sommes aujourd'hui 304 jours après le halving. C'est un exercice que je fais tous les jours. Là, ce graphique compare tous les cycles. 2012, 2016, 2020 et nous. Nous sommes ici actuellement. Ça date de 48 heures, donc ça change quasiment rien. Et vous voyez que les 3 cycles précédents ont vraiment bourré dans la toute dernière partie du cycle. Donc ça, typiquement, si nous, imaginons, là on fait que dalle, on fait rien. Même on revient tester 73K, mais qu'on finit en folie sur mai, juin, juillet, août, septembre, mais en fait, on referait comme les cycles précédents. Donc ça permet de prendre du recul et de comprendre qu'il y a du temps. Et que donc même un Bitcoin qui irait chasser sous le bas du range ne le mettrait pas hors jeu et ne serait pas un argument pour dire que le cycle est fini le 20 janvier dernier à 109 000 $. D'un point de vue de la répétition calendaire, il n'y a pas 2012 ici sur le cycle. Nous sommes en noir, 2020 est en jaune, 2016 est en bleu. On observe globalement, depuis le début du cycle, une interaction entre les courbes calendaires de nous, enfin notre cycle, et de 2016. Et là, on est en train de tutoyer 2016. Alors forcément, si ça traverse et qu'il n'y a pas de réaction, on va se mettre un peu en danger. En tout cas, soyons honnêtes, il y avait une saisonnalité favorable en février, nous n'en avons pas profité. Ok, très bien. Ça ne veut pas dire que le cycle est fini. Regardez, à un moment ou à un autre, les cycles ont des trajectoires différentes. Comparez ici sur cette période de mars, avril, mai. 2020 était là, faisait que dalle et a fini par décrocher, et 2016 partait en méga pump. À un moment ou à un autre, les cycles se désalignent. Enfin, là, ça va être intéressant de voir la dernière quinzaine de février. Si on arrive à se ressaisir, à tenir le bas du range sur la période 20 février-20 mars, on arrive donc plus ou moins à se réaligner. Si on fait que dalle 20 février-20 mars, on se désaligne et là, on va suivre notre propre trajectoire avec les fondamentaux de la finance traditionnelle de notre époque. Et d'ailleurs,
on le voit bien ici. Donc là, la comparaison des cycles en tenant compte du nombre de jours après le halving, donc c'est ce que je vous ai montré ici. Mais c'est la même chose, hein, mais c'est un autre graphique. Nous voyons très bien la désynchronisation. 2020 était là, 2016 était là. Ils ont tous commencé à pumper vers 270 jours après le halving. Nous, aujourd'hui, on est 304. On fait que dalle. Donc, alors, on fait que dalle. Voilà, eux, ils sont allés jusqu'à 338 jours après le halving. Ça, c'est 20 mars. C'est le 20 mars. Peut-on dire que nous sommes en désynchronisation? Peut-on dire que nous sommes en décrochage de cycle? Je dirais, en tout cas, sur cette période, je dirais oui, si on est encore ici le 20 mars, ben, effectivement, nous aurions été en décrochage. Nous aurions été en décrochage de cycle sur cette période. Mais the cycle is not over. L'idée étant de le voir terminer par ici. Donc, vous voyez qu'il y a de l'espace. There is some space, my fellow citizens. Alors, de quoi parlons-nous? Donc ouais, c'est un peu chiant. Alors, c'est vrai que le contrat futur Bitcoin il y avait cette div, donc il faut l'épurer. C'est un peu chiant. Il faudrait revenir à la neutralité. C'est un peu casse-couille. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Donc, bon, l'orange, tout le monde a compris, on est là. Alors, est-ce qu'on va travailler le sud? Patati patata, on verra. On a une cassure de la moyenne mobile à 100 jours. Alors, pour moi, c'est toujours une 4. Hein. Au final, rien n'a changé. Hein. La 3, elle était là. La 4 est là. Les ratios de retracement sont les mêmes. Enfin, je dis la même chose depuis mi-décembre. Bon, j'avais des attentes pour la période jusqu'au 20 mars. Bon, là, il me reste plus que... C'est vrai que là, on est en désynchronisation, on verra bien. Mais enfin, en tout cas, on a cassé la moyenne mobile à 100 jours. Alors, bon, je faisais une comparaison avec 2016. C'est où? Là, c'est là. 2016. Ou bon, lorsqu'on la reprend, c'est bien. Mais bon, il faut qu'on la reprenne. Pour l'instant, elle n'est pas reprise. Voilà, donc est-ce qu'il faut aller chasser par ici? Il y a de la liquidité, on voit, là c'est le bas du range, hein, il y a de la liquidité à taper dans le bas du range. Après, ça fait tellement longtemps là, ça fait 2-3 semaines qu'on est dans ce caca, qu'il y a une liquidité tellement ouf au nord, le jour, là, donc il y a un peu de liquidité à reprendre ici, pardon, ça je cachais. Dès qu'on a un truc un peu positif, le jour on ira taper ça. Bon, pour l'instant, est-ce qu'il faut aller sécher les gens par ici peut-être? Alors, ok, donc pour Bitcoin, je n'ai rien de plus à ajouter. Alors pour les alts, bon allez, la saison des alts, ça c'est vraiment le qui pique, hein, l'expression qui pique, c'est l'expression. Mais il y a quand même d'autres charts à suivre. Bon, bien sûr, le premier, la dominance de Bitcoin. Tant que ça ne donne pas un signal de vente, les alts, c'est aux oubliettes. Alors, la dominance a retracé 61,8 de toute cette phase de baisse et notez qu'on travaille le niveau. On est au-dessus. Il y a potentiellement une div, mais en fait, le cours de clôture est en noir. Les bougies sont là. Là, vous avez le RSI. On voit bien la différence de trajectoire. Ça monte, ça baisse. La chose, c'est qu'il faut casser un support. Tant qu'on est au-dessus du 0,61,8, tant que la dominance se maintient au-dessus de 60%, il n'y a pas de signal de vente. Et ça peut pousser davantage. C'est 66% de dominance. Bon. Si ça casse un jour les 60%, vraiment on valide la div et là ça repart au sud et là c'est que les alts se libèrent. Pour l'instant c'est pas le cas, mais c'est vraiment le niveau des 60% de dominance à suivre. Au-dessus, haussier, en dessous, Bitcoin donnera le témoin. La market cap des stablecoins aussi est à suivre. Donc là, je pourrais en additionner plusieurs, je mets l'USDT. Effectivement, on tient cette trendline. Ici c'est une grosse zone. On voit bien impulsion, drapeau, impulsion, drapeau, impulsion. L'espoir qu'il reste pour... Parce qu'on a... alors, la dominance des stablecoins, c'est influencé à la fois par, bien sûr, la distribution vis-à-vis des alts et aussi les dépôts en stablecoin. Donc, il y a plusieurs choses. Mais tout de même, à un moment ou à un autre, pour une saison des alts, on a besoin que ça reparte au sud. Que les stablecoins soient convertis en alt.
Donc techniquement parlant, impulsion drapeau, impulsion, il y a l'espoir que ce soit encore une espèce de petite figure de continuation. En tout cas, il faut rester là-dessous. Mais pour l'instant, bah, c'est un petit canal de reprise au-dessus de cette trendline, donc il n'y a pas de signal. Et donc en très bref, les autres, bon là c'est du rouge vif hein, quand je reste la vidéo, mais c'est en très bref parce que de toute façon tout le monde attend Bitcoin. Donc si Bitcoin doit aller chasser par ici, les autres n'y échapperont pas, mais tout de même, alors ETH, je pense toujours que cette grosse zone ici des 2200 $, c'est la zone pivot, c'est une zone d'accumulation, c'est aussi un bas de range. Pour repasser bullish, il faut repasser les 2800 $. Ce fut le seuil d'accélération ici du 7 novembre. Et il s'agit aussi du Kumo du système Ishimoku. Donc voilà, en dessous ça reste correctif, mais vous voyez, on voit très bien que c'est le seuil à dépasser pour repartir bullish. Et ça, c'est la grosse zone d'accumulation. Cette zone-là. Le sol est sous pression. Alors, pour autant, c'est pas terminé. Ici, c'est le gros intervalle de conso. Ça rejette au contact du record historique. Je surveille ça, le Kumo weekly du système Ishimoku. Au final, c'est une zone chartiste et voilà, ça c'est la zone en fait. Je pense que des acheteurs vont se manifester. À court terme, en daily, une ancienne trendline qui est actuellement travaillée quand j'enregistre la vidéo. Je n'ai pas la version finale de la clôture. Le RSI approche de la zone de survente. Je ne serais pas surpris, dans le pire des cas, je ne sais pas jusqu'où ça va avoir envie de nettoyer ici. On verra la bougie ce soir. Si c'est une bougie de cassure, si on la pète cette trendline, on va aller chasser par ici. En fait, on va aller travailler cette zone hebdo. Et je pense que ça tiendra. Le BNB, lui, il est globalement, c'est celui un peu qui résiste le mieux. Il est collé à son record historique. Ici, là, c'est la grosse zone de soutien à tenir. Il y a eu une première phase de remontée verticale, on la retrace. Bon. Cette zone-là, je pense que c'est une zone intéressante, en tout cas à tenir. Et ça correspond plus au Kumo Weekly, c'est Ishimoku. Donc c'est la grosse zone, mais ils ont tous ces grosses zones, de toute façon. Ils ont tous des zones comme ça, importantes. Et un mot sur le fait, qu'est-ce que je vous dis? Un mot sur le fait, si, il y a quand même des choses à dire. Bon, ça fait partie des algues qui ont eu un parcours incroyable. Hein. Depuis mars 2020, ça c'était le précédent cycle. Le retracement et notre cycle actuel. Est-ce que c'est terminé? J'ai envie de dire non. Une première vague 1, une 2, une 3, une 4. Une 1, une 2, une 3, une 4. Ça tient la route tant que la 4 n'enfonce pas le sommet de la 1. Le sommet de la 1, cours de clôture est mâché ici. C'est l'intervalle 0,45-0,60, techniquement parlant. 0,45, 0,60. Ici, une structure en 3 temps A, B, C. J'ai mis une extension de Fibo, le A égale C. Oh, incroyable, 0,45. 0,45, 0,60, c'est une zone à tenir pour valider toujours un décompte haussier. Bon, il y a cette trendline là qui passe plus bas. Mais au-dessus de ça, la structure n'est pas encore une structure. C'est pas une structure de bear market. Donc ce sera là aussi la zone importante à suivre. Voilà chers amis, ainsi s'achève le Cryptost Technical Briefing. Et puis voilà, donc un trading range à défendre sur le cours du Bitcoin. Bon courage à tous.